Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur Open Road Designer, portant donc sur la conception de Carrefour et la partie 2, donc avec la génération des talus, des structures de chaussée et la finition du modèle. Je suis Vincent Rowe, ingénieur d'application au sein de la société Bentley Systems dans le département civil, et donc serai votre hôte dans l'heure qui vient. Nous allons tout d'abord aborder les principes généraux de modélisation et détailler les deux techniques principales que nous allons utiliser aujourd'hui. Tout d'abord, l'ajout des bordures et autres détails linéaires que l'on va extruder le nom des objets que l'on a créés lors de la partie 1 et que l'on appliquera donc sur la notion de profil linéaire. Et enfin, donc dans un second temps, nous ajouterons les structures sous chaussée et sous îlot via le biais de profils surfaciques, puisque donc on peut soit appliquer des structures surfaciques à des surfaces, soit appliquer plutôt des objets linéaires que l'on va extruder. Ensuite, il y aura forcément un petit peu de travail de gestion des interfaces pour nettoyer les intersections, particulièrement entre les talus et les différentes plateformes. Et enfin, donc une fois que le modèle sera terminé, nous verrons l'export sous format notamment LandXML et IFC. Et pour enfin terminer par la séance de questions-réponses. Alors voilà donc le modèle final, celui que nous allons finaliser aujourd'hui. Donc au départ, on est parti de rien. On a modélisé ensemble les bords chaussés lors de la première session par le biais des outils de déport horizontaux et verticaux. On a chaîné certains de ces éléments pour pouvoir maintenant justement les transformer en objets. Pour l'instant, ce ne sont que des lignes, mais maintenant on va transformer ces objets linéaires en surface et en volume. Pour cela, on va principalement utiliser deux techniques. D'une part, concernant tout ce qui est linéaire, les talus, les bordures, les trottoirs, les massifs, on appliquera ces modélisations via des profils type linéaires, où l'on viendra donc extruder des éléments en plan par des éléments surfaciques dans un profil en travers, pour donner ces objets volumétriques donc dans le modèle BIM. Et c'est vraiment extrêmement puissant puisque OpenRoads permet très simplement de mélanger un modèle avec une partie qui a été modélisée en tant que corridor et une partie qui va être modélisée par des objets élémentaires, donc des lignes, des arcs, un ensemble en chaîne complexe dont on calcule un profil en long et auquel donc on peut appliquer un profil en travers type. Ensuite, donc, après avoir appliqué ces objets, on pourra même réutiliser des entités générées par cette première phase, par exemple des hauts de bordure. Une fois qu'on aura généré le haut de la bordure, on pourra générer donc les composants 3D qui vont s'appuyer sur ces objets-là et donc appliquer cette fois une structure de chaussée volumétrique, enfin surfacique, qui vite deviendra volumétrique lorsqu'on lui désignera un modèle numérique de terrain. Voilà donc la combinaison des deux techniques que nous allons utiliser et nous allons maintenant passer au projet exemple. Nous allons comme support d'exemple repartir du carrefour que nous avons modélisé dans la dernière session. Et nous allons travailler dans intersection modèle depuis le jeu de données Intersection Design 3D Model Detailing. Et nous allons donc détailler la modélisation du carrefour en y ajoutant les détails, les bordures, les structures de chaussée. On va utiliser le dataset de training Imperial. J'ai créé un workset spécifique. Mais sinon, c'est bien le Imperial Training, le workset Imperial Training que vous pouvez prendre.
Alors, on va retrouver donc notre géométrie. Donc, ce qu'on avait fait la dernière fois, on avait calé à la fois en plan et en profil long. Et les bords chaussés bleus, donc les corgées de raccordement, les îlots et le médian. Et nous avions donc assemblé ces objets en surface. Et donc nous avions vérifié les courbes de niveau sur la surface pour vérifier que la conception était correcte. Et maintenant, on va s'attacher donc à finaliser la description de cette infrastructure. Elle existe maintenant sous forme de surface. Maintenant, donc, nous allons lui ajouter des détails, en particulier au niveau des îlots. Nous allons transformer les îlots en bordures, en extrudant donc des bordures le long de ces objets 3D. Donc pour ça, on va utiliser dans le menu détail de modèle, dans l'onglet détail de modèle, on va appliquer des profils en travers type, donc c'est extrêmement pratique. On peut appliquer ces profils en travers type sur des objets plans qui ont un PL ou sur des objets 3D directement. Donc là, on les appliquera sur les objets résultants du plan et du profil en long. Et ensuite, on verra comment, sur les objets, utiliser les objets générés pour calculer un modèle numérique de terrain correspondant au haut de la bordure et venir attacher une structure de chaussée à ce haut des bordures. Et nous ferons de même pour le médian, pour l'îlot sud, et nous utiliserons les mêmes techniques d'utilisation de profil en travers type, enfin linéaire puis surfacique, pardon, pour venir détailler les talus sur les voies principales de l'intersection. Et on viendra discuter ensuite des détails en venant gérer les intersections et ce genre de choses qu'il nous faudra forcément gérer. Voilà, on va vérifier que l'on a la bonne bibliothèque de profil type chargé. Oui. Donc on va utiliser celle-là pour les bordures et celle-là pour les trottoirs extérieurs complets. Et les surfaces sont là, ce sont différents modèles de surface qu'on viendra ajouter pour décrire les structures des chaussées sous les modèles de terrain. Ça c'est vraiment extrêmement souple avec OpenRoads, hein. Il suffit d'attacher une structure de chaussée de ce type à n'importe quelle surface pour qu'elle soit appliquée sur l'ensemble du modèle numérique de terrain. Alors, c'est parti, je suis donc dans le modèle de conception plan et on va s'intéresser à l'îlot et on va utiliser la commande dans détail de modèle, appliquer un profil type. Donc je peux tout faire en interface tête haute, hein. Je clique sur l'élément dans la vue en plan, Alt flèche vers le bas pour accéder au sélecteur de profil type. Donc on va prendre cette bordure. On valide le choix de la bordure. Ensuite, PK de début, PK de fin. Donc je valide bien Alt pour verrouiller ces champs. Le choix côté intérieur ou extérieur, là c'est côté intérieur, hein, le point de référence, le fil d'eau, c'est la ligne que je décris. Et voilà, donc on voit la bordure qui a été construite par extrusion donc du profil en travers type de bordure à l'objet que j'ai décrit. Et maintenant, en retour, je vais pouvoir me baser sur cet objet 3D là pour générer un modèle numérique de terrain qui va correspondre au fini du remplissage de l'îlot. C'est parti. Donc je vais dans terrain, à partir d'éléments. L'objet que je vais sélectionner, c'est un objet de type frontière, pas de méthode de contour du coup. Propose triangles, c'est très bien. Et le nom, ça va être îlot nord. L'élément à ajouter, c'est celui-là, curb backtop.
Je n'ai pas d'autres éléments à ajouter. Clic droit, clic gauche, clic gauche. Et voilà, donc on a notre surface, notre modèle de terrain plutôt. Maintenant, si je le sélectionne, j'ai accès à la barre d'outils contextuelle et je vais pouvoir donc lui appliquer un profil en travers type surfacique. Et je vais donc, là je vais faire par ce biais-là et on va prendre Concrete Median. Voilà, donc là la structure a été elle aussi générée. Et je peux ouvrir par exemple une vue profil en travers pour bien visualiser ce qui se passe. Là, je viens de modéliser la bordure sous forme de profil type linéaire et enfin ces deux structures de chaussée sous forme de structure de chaussée de profil surface appliqué à un modèle de terrain. On va donc procéder de même pour les autres objets, donc pour l'îlot sud et pour le médian. Voilà, vers l'intérieur. Et ensuite le médian. Voilà, ensuite à chacun de ces objets en 3D, on va venir les sélectionner et générer un modèle numérique de terrain. Donc celui-là, il se rappellera médian. Oups, j'appellerai les raccourcis. Et donc ça va être cet objet-là. Voilà, je lui applique la structure de chaussée. Et enfin, pour le troisième îlot, euh, même motif, même punition. Voilà, maintenant si je rappelle le profil en travers, on commence à avoir une vision plus claire de ce qu'on a fait. Donc on a modélisé en quelques clics les bordures et les structures de chaussée. Donc ces objets sont générés directement à partir des objets générés par la géométrie ou par l'application des profils types eux-mêmes. Et je voulais vous le rappeler, donc il y a des paramètres de stroking
Donc, quand, par exemple, pour ces objets-là, et ce sera valable pour tous les objets, vous avez des paramètres de lissage, de stroking. Et vous pouvez agir sur ces paramètres pour densifier les points de calcul du profil en travers type. C'est comme ça que vous allez pouvoir densifier donc, le pas d'application du calcul des profils en travers type sur ces objets-là. Voilà, nous allons maintenant nous appliquer au bord chaussée, et pour ça revenir à l'espace plan. Et donc on va utiliser les mêmes commandes d'application de profil en travers type, mais cette fois le long des bords externes. Donc là j'ai vérifié d'entrée que je prends le bon profil, la ligne, du début à la fin, du bon côté, et on valide. Pareil pour ce bar-là. Alors l'avantage d'une cellule civile, c'est qu'on aura pu préparer l'application de tous ces profils. Mais voilà. Alors quand je dis ben voilà, on a quand même quelques détails encore à régler. En particulier dans ce genre de zone, là il va y avoir intersection des talus. Donc si on affiche un profil en travers, ouais, on voit bien que dans cette zone-là, on a les deux talus qui sont superposés. C'est pas étonnant, hein, on a un biseau là à cet endroit-là, et donc forcément, on a tout ce triangle-là qui est en trop. Donc, il y a une première méthode qui va consister à découper l'un des deux corridors par l'autre, et comme ça, forcément, on n'aura pas de superposition, puisque par définition, on l'aura éliminé. Et il restera donc cette petite zone-là qui, on va voir comment on va la traiter si nécessaire par la suite. Donc la première solution, c'est d'utiliser la découpe de corridor. Donc à découper et celui par lequel on découpe. Voilà, donc le résultat, c'est que on n'a plus de zone d'intersection des talus. Et, et voilà, donc des fois il peut y avoir des zones un peu moins gracieuses à cet endroit-là. Mais là on atteint vraiment un niveau de finesse voilà, qui est largement en dessous du centimètre. Et ce qu'il est possible de faire, c'est de créer une ligne en 3D qui correspond à la ligne que l'on souhaite que les entrées en terre suivent. Et donc on contrôle l'entrée en terre en venir rechercher un point, enfin, une ligne 3D commune sur quelques mètres, créée, la ligne 3D elle-même créée à partir de l'intersection des entrées en terre. Là. Voilà, donc là on peut prendre le temps de le faire. Si j'ouvre la vue 3D, on va repasser en wireframe, en filaire. C'est donc dans cette zone d'intersection des talus. Je vais choisir une symbologie très visible. Et créer une smart line donc qui vienne aller rechercher l'entrée en terre théorique. Voilà, ça devrait être pas mal ça.
Maintenant, du coup, on peut injecter cet objet en tant que contrôle de point. Il faut que je featureise avant, il faut que je lui donne une feature. Là. Et ensuite, on va l'utiliser comme contrôle de point. Donc là, la zone va être assez courte. Voilà pour le premier. Et tant qu'à faire pour le deuxième, donc là c'est dans ce sens-là. Voilà, et là on a vraiment un raccord nickel sous tous les angles, sous toutes les coutures, en 3D, en profil en travers. Mais il n'y a pas de problème. Le projet est propre. En s'assurant donc d'une part par un contrôle de point que les talus sont coïncidents sur la zone de raccordement, et ensuite donc en venant découper un des corridors par l'autre. On va ensuite avancer dans la modélisation. Oui, il y a une autre zone qui n'est pas tangente là, où on va avoir exactement le même genre de problème. On voit là qu'il y a une superposition des deux corridors. Donc le corridor que l'on voit ici, ce sera plus clair si je vous le fichier en référence. Donc c'est le London Road. Voilà. Donc on voit en surbrillance là, les lignes du corridor London Road qu'on peut considérer comme étant les lignes principales. Voilà, c'est pas elles qu'on va venir découper. Par contre, là, on voit que notre projet vient en intersection sur ce corridor London Road. Donc au moins, on va découper le corridor de notre intersection pour ne pas créer ce petit biseau, cette part de fromage là. Du coup, on va simplement découper encore une fois le corridor de l'intersection par le corridor London Road. Voilà, et du coup, alors les éléments 2D ne sont pas coupés. Par contre, les éléments en 3D doivent l'être. Donc voilà, on voit mieux. Et même si j'enlève les éléments 2D, voilà, on voit bien que les composants 3D sont découpés par rapport au corridor principal, ce qui fait qu'on n'a pas de problème d'intersection. Voilà, là on n'a plus d'intersection entre les objets 3D de l'intersection qui partent là et les objets 3D du corridor London Road. Et si on veut s'assurer que le calcul du talus est correct, y compris au niveau des entrées en terre, ben, ce sera la même chose. Il faudra les afficher. Oui, là, pardon. Et venir faire un contrôle de points pour éventuellement venir affiner leur positionnement. Mais
Là, on voit qu'au niveau de détail de quelques centimètres, là, je vais mesurer encore. Voilà, donc là, on est en pieds, hein, 0,25 pieds. Donc, c'est un niveau de détail tout à fait acceptable. Alors, nous avons traité donc cette zone-là. Dans cette partie-là, on va aller vérifier si on se met en illustration. Voilà, donc là, il n'y a pas de problème. On a un arrondi de talus. Là, on a vu qu'on avait réglé le problème d'intersection, qu'on avait en 3D quelque chose de vraiment très propre à cet endroit-là maintenant. Voilà, donc maintenant, pour ce qui est de l'extérieur de la chaussée, le modèle est fini. On a donc modélisé les talus, calculé les intersections, vérifier les interactions avec les autres corridors. Et maintenant, il ne va plus rester qu'à matérialiser la surface de chaussée par un modèle de terrain pour ensuite lui appliquer une structure de chaussée. Pour ça, donc, on va simplement aller dans le modèle 3D et venir donc appliquer une structure de définition à ce modèle de terrain. Voilà, le modèle de terrain intersection. On va lui ajouter un profil type de surface. Voilà, concrete pavement with aggregate base. Voilà, du coup, la structure de chaussée va être générée sur l'ensemble de l'intersection. Voilà, le calcul est fait. Et maintenant, que ce soit donc dans le modèle 3D ou dans les différentes vues comme la vue profil en travers, maintenant je dois voir le projet finalisé. Et c'est l'un des points forts d'OpenRoads, hein, c'est-à-dire que les objets aient été générés par un corridor, par l'application d'un profil type dans un corridor, ou par une approche de type géométrie linéaire, plus modèle de terrain pour les structures de chaussée et application de profil de type linéaire pour la génération des talus. Pour OpenRoads, au niveau du projet, des profils en travers, ça n'a aucune importance. Et au niveau du modèle, il n'y a pas de conséquences particulières à avoir utilisé cette approche-là. On va pouvoir générer les cubatures exactement de la même façon que pour l'ensemble du projet. En parlant des cubatures, d'ailleurs, c'est généralement ce genre de choses qu'on va avoir en tête maintenant. Et bien, on va tout simplement générer les cubatures en tant que maillage des blés remblais pour toute l'intersection, que ce soit sous le corridor, sous les corridors sur lesquels on se raccorde ou sous le projet. Donc là, on va, comme exemple, prendre en compte l'ensemble du projet qu'on a en référence, mais on pourrait tout à fait restreindre ce calcul-là à une zone géographique, ce qu'on appelle une frontière nommée. Et pour lancer ce calcul, on va simplement dans les outils d'analyse, on va demander le calcul des volumes de déblais et de remblais. Donc on peut affiner le calcul en demandant le cas échéant le calcul des matériaux inappropriés
tels que les purges, les décapages, etc. Ce qui peut avoir des applications intéressantes. Ou de la même façon, si vous avez identifié une roche, à ce moment-là, vous pouvez la déclarer comme substrat et avoir une prise en compte différenciée dans les calculs. Voilà, donc les objets sont générés, ça a pris un petit bout de temps là sur... J'utilise une machine virtuelle. Mais maintenant, encore une fois, que ce soit dans le modèle 3D ou dans le modèle BIM plutôt, ou dans les profils en travers, donc dans un profil en travers, en affichant l'attribut construction et en affichant correctement, on a bien les volumes de déblais et de remblais qui sont générés en tant que maillage, en tant qu'objet BIM dans le projet. Et bien sûr, ils sont exportés, si vous faites un export au format IFC, ils seront intégrés dans l'export. Alors maintenant que nous avons modélisé le carrefour, nous allons passer maintenant à la dernière étape qui consiste à générer un modèle numérique de terrain à partir de cet objet. Donc pour ça, on va utiliser un fichier qui a été spécifiquement préparé à cet effet. Terrain graphical filter, puisque nous allons utiliser un filtre graphique. Il s'agit d'un fichier vierge. Tout ce que vous voyez ici est dans des fichiers en référence. On voit là les modèles 3D des modèles qui constituent le projet, notre projet de Carrefour. Et maintenant, nous allons parmi tous ces objets en extraire quelques-uns en utilisant la méthode donc du filtre graphique. Donc dans le fichier actif, il nous est proposé un filtre graphique que nous allons utiliser de façon à générer donc automatiquement le modèle numérique de terrain correspondant au projet fini. On va lui associer la symbologie Drainage Contours, voilà, pour bien visualiser les courbes de niveau. On va l'appeler Pro FG Finished Grade. Pendant de lancer les calculs. Et voilà, donc maintenant on peut enlever de l'affichage tout ce qui n'est pas dans le fichier actif. Et voilà, donc on n'a plus que un modèle numérique de terrain extrêmement précis qui détaille donc la géométrie du modèle et que l'on va pouvoir exporter au format LandXML. L'export LandXML est disponible depuis le menu terrain. Donc on va pouvoir exporter un modèle numérique de terrain sous différents fichiers. Et voilà, donc il suffit de rentrer les différentes options pour générer un landing XML qui pourrait être analysé par un autre logiciel d'analyse de surface. Ce qui pourra être très pratique aussi, c'est d'exporter au format IFC votre projet, mais il faudra le faire depuis le fichier d'origine et non pas le fichier dans lequel il y a le modèle numérique de terrain. Donc on va revenir dans le modèle de l'intersection. Il suffira donc d'exporter au format IFC. Donc comme les IFC routes, les classes IFC ne sont pas encore publiées, on publie ça en classe d'éléments généraux. Mais dès que les IFC routes, que les normes seront publiques, à ce moment-là, bien sûr, Bentley, qui fait partie du groupe Building Smart, viendra bien sûr implémenter ces normes.
à la fois en lecture et en écriture. Donc voilà, donc on va générer une troisième version de ce fichier. Et je vais charger un lecteur IFC. Voilà, donc le fichier a été créé. Et maintenant, je peux l'ouvrir avec... j'ai installé une visionneuse BIMvision. Mais il y en a d'autres disponibles. Et on retrouve donc l'ensemble des composants du modèle, avec toutes les informations, que ce soit le nom du corridor, la géométrie, les PK de départ et de fin, le profil type. Toutes les informations sont conservées à l'intérieur de ce fichier IFC. Voilà qui conclut donc notre session sur la modélisation d'un carrefour et sur la partie 2. Ça a été un peu plus rapide que sur les autres webinaires. Du coup, on a un peu plus de temps pour les sessions de questions-réponses. Je voulais d'une part vous remercier déjà de votre fidélité à ces webinaires et vous laisser la parole maintenant pour la session de questions-réponses. Alors, j'espère que vous m'entendez toujours correctement. Donc, première question. Peut-on calpiner la bordure donc par élément de 1 mètre? Oui, on peut arriver à donner un attribut que vous voulez, en fait, par le biais des types d'éléments, vous pouvez donner rajouter des données attributaires à n'importe quel objet. Donc, et on a un ensemble d'outils, de macros qui s'appelle le gestionnaire d'actifs, qui vous permet d'assigner automatiquement, donc de faire le calcul par bordure, et il va vous calculer le nombre d'éléments de 1 mètre qu'il faut. Donc c'est tout bête, hein, on définit la longueur de l'élément et calcule le nombre d'éléments nécessaires. Donc, je vais peut-être partager mon écran. Voilà, donc vous devriez voir mon écran OpenRoads dans quelques minutes, quelques secondes plutôt. Et donc là, je ne pourrais malheureusement pas vous le montrer là. Il se trouve que j'ai un souci et que je n'arrive pas à le charger sur ce fichier. Mais j'ai fait un webinaire sur la gestion des données numériques dans OpenRoads, dans lequel se trouve une illustration. Et si vous chargez le gestionnaire d'actifs livré par défaut avec OpenRoads, à ce moment-là, et si vous regardez le webinaire, vous aurez toute la marche à suivre pour gérer ce calpinage. Alors, comment gère-t-on les abaissements de bordure? Donc, si on regarde sur le modèle 3D, voilà, on va vouloir faire un abaissement de bordure à un moment donné. En fait, toutes les dimensions des objets définis dans la bibliothèque ont des paramètres. Et donc, on va jeter un coup d'œil dans le profil type qui est appliqué dans cette zone-là.
Voilà, donc ce genre d'objet. Si on a des bordures en plus, curb and gutter. Voilà, dès qu'on a des composants de ce type, et si on regarde les contraintes qui sont appliquées au positionnement de ce point, on voit que ces objets à ces objets sont associés une contrainte et une étiquette. Et en fait, donc, il va suffire d'agir sur ce paramètre pour faire varier la hauteur de bordure. Donc là, par défaut, elle est de 0,08. Et on a un outil qui s'appelle contrainte paramétrique pour venir agir sur ce paramètre. Donc là, en l'occurrence, si j'accède, si je sélectionne l'objet en lui-même, je vais pouvoir avoir accès aux paramètres en question. Donc c'est curb type 1, curb height. Et ensuite, donc, je vais pouvoir aller dans créer contrainte paramétrique, désigner le corridor. Donc 1,83 de 20. Donc mettons de là à là. Le paramètre, donc, c'est curb type 1 curb height. Et la valeur de départ, c'est bien ça, curb height. C'est de 0,5 et on va la mettre à 0,01. Voilà, donc là, la bordure a été abaissée, donc ça doit être là. Voilà, c'est comme ça qu'on peut faire des bateaux et abaisser localement les bordures. Et ces contraintes paramétriques, donc, on les retrouve récapitulées pour chacun des mini-corridors, là, des talus, par le biais de l'outil objet de corridor. Et comme ça, on peut aussi d'ailleurs exporter et importer ces contraintes dans Excel si on a tout un tas de variations systématiques à intégrer en précalculant les valeurs dans un fichier Excel et en les collant comme ça, en les important dans OpenRoads. Donc voilà, on gère ces choses-là par les contraintes paramétriques. Ensuite, concernant mon système actuel, ah oui, en fait, c'est parce que j'utilise une machine virtuelle. Donc, elle a le droit que 2 processeurs, d'où des fois le décalage entre ce qu'indique le curseur et ce que fait la machine. Et sinon, l'ordinateur, c'est un ThinkPad, un Lenovo qui a 3-4 ans maintenant. Donc une bonne machine, mais un bon portable d'il y a 3-4 ans. Et sinon, côté performance, donc OpenRoads est basé sur une plateforme 64 bits et permet donc d'exploiter toute la mémoire disponible. Et lorsque vous faites des calculs longs sur les corridors, les processus sont multithreadés et donc le calcul est distribué sur les différents processeurs disponibles. Alors,
Autre question, dans le cas d'un angle aigu, on a un chevauchement des talus qu'on résout avec une découpe de corridor. Oui. Et la deuxième partie, que faire dans le cas d'un angle obtus où l'on aura un vide dans les talus? Si on a un angle obtus, à ce moment-là, pour assurer la continuité du projet, moi je créerais juste un objet 3D en bas de la zone manquante. Donc je sais pas si je peux faire un petit dessin rapide pour illustrer ce dont on parle. J'ai pas de définition d'objet, bien vu. Voilà, donc là on imagine qu'on a des talus, là on a des talus. Et donc il y a une solution, c'est de chaîner les deux objets. À ce moment-là, on pourra avoir une continuité de talus automatique. Si on crée un élément qui chaîne les deux, ça peut être une solution. Ou alors explicitement, on va créer un objet 3D à cet endroit-là et créer un point là ou récupérer un bout d'objet 3D pour matérialiser par un bout de modèle de terrain le talus manquant. Et ce bout de talus manquant sera pris en compte dans les calculs de cubature, dans le profil en travers. Donc ça va servir à la fois pour corriger le modèle 3D et le modèle BIM, disons, les données, les cubatures. Et sinon, donc, c'est la solution de tout modéliser par ligne 3D plus modèle de terrain. Et l'autre solution, ce serait de chaîner les deux objets pour avoir un arrondi automatique lors de l'application du talus sur les deux objets. Voilà. Ensuite, comment génère-t-on le marquage au sol et la signalisation verticale? Le marquage au sol, donc, lui, est fait par le biais de la symbologie qui est affectée aux définitions d'objets. Donc là, il y a un style de ligne plutôt écran qui est affecté, mais on peut tout à fait affecter des styles d'objets, des styles de lignes de type marquage physique. Tout dépend de la façon dont c'est fait dans les styles par défaut, et vous pouvez vous créer vos styles vous-même de façon à créer automatiquement la signalisation horizontale. Pour la signalisation verticale, là on peut, vous pouvez placer des points, définir. Alors là, je suis pas trop familier avec cet environnement-là, donc tous les objets prédéfinis viennent de l'environnement. Là, je suis en Imperial Training, et par exemple, on a un stop sign. Donc on va plutôt choisir modèle de terrain, décalage d'élévation 0, placement relatif à l'alignement. Donc on a des outils comme ça de placement d'objets. Donc le modèle de référence. On va se mettre là du coup. Sélectionner, ok, le départ, décalage d'élévation. Alors, en principe, j'ai dû créer des points. Non, allez, on essaye encore une fois. Création de points. Là, je vais désigner. Allez, on va se mettre sur le terrain existant.
L'élément de référence pour la rotation, c'est l'axe. C'est ça qui manquait. Voilà. Donc on peut placer des objets qui ont des représentations. Alors là, je ne sais pas exactement quel est le cas, mais qui peuvent être 2D ou 3D, qui peuvent être très fidèles. Bon, là, c'est pas le cas, la cellule en 3D, mais on peut mettre un bloc 3D où on pourra changer le texte éventuellement, utiliser une bibliothèque prédéfinie pour avoir appliqué, modéliser, disons, la signalisation verticale. Et après, on peut générer des listings à partir de ces objets, les annoter, etc. Ensuite, est-il possible d'extraire les coordonnées des points du corridor pour fin d'implantation? Oui, tout à fait. Ben, il suffit de sélectionner les points et de demander un rapport. On a différentes façons d'extraire les données en faisant des rapports de géométrie ou des rapports par abscisse. Donc oui, tout à fait, oui. On peut aussi, pour ce faire, les ajouter dans un modèle de terrain et à ce moment-là, avoir les données stockées dans le modèle de terrain. Comment peut-on manipuler des fichiers qu'on attache comme référence? Exemple, activer ou désactiver l'affichage des mèches pour le corridor attaché comme référence. Alors, l'affichage des objets donc, peut se faire par deux angles d'attaque, disons l'angle d'attaque des fichiers. Hein, donc, et si on a organisé le projet sous forme de fichier, à ce moment-là, ça va être assez efficace. Donc, pour cette vue-là, pardon, Corridor London. Voilà, si je veux pas voir du tout le Corridor London, ben, je peux décrocher l'affichage temporairement. Et sinon, par ce biais-là, ouais, non, mais ça va pas être pratique. C'est possible pour les modèles de terrain, puisqu'on pourra agir sur leur symbologie. Mais sinon, c'est par ce biais-là, principalement, qu'on peut agir sur l'affichage des objets. Et donc, c'est vrai qu'on utilise beaucoup la boîte de dialogue des fichiers en référence. Vous voyez que là, par exemple, j'affiche le projet, le fichier intersection modèle, le modèle 3D, je l'affiche dans le modèle 2D en mode d'affichage. Donc, j'affiche ce modèle, mais en mode d'affichage en continu, ce qui permet d'avoir ce rendu sympathique sous le fond de la vue en plan. J'essaie d'accélérer. Peut-on, à l'intérieur d'une surface, appliquer deux profils surfaciques différents? Et comment se passe le raccord entre ces deux zones? Oui, on peut appliquer deux profils surfaciques différents lorsqu'on applique donc une structure de chaussée à un modèle de terrain. Donc, si je prends un modèle de terrain, alors avec l'Explorer, ça va être plus facile.
Quand je veux ajouter un profil type à une surface, on me demande si je veux appliquer un périmètre de découpe externe. Donc ça va me permettre en fait de n'appliquer le profil type que à l'intérieur d'une certaine zone. Et comme ça, je peux appliquer, par exemple, pour définir des structures de chaussée différentes sous la chaussée roulable et sous les îlots, j'aurais très bien pu avoir un seul modèle numérique de terrain, modèle numérique de terrain, et utiliser des périmètres de découpe des îlots pour spécifier que je voulais appliquer une structure de chaussée spécifique sous les îlots. Et il n'y a pas de raccord entre les deux zones en fait. C'est vraiment une extrusion, c'est-à-dire que tout ce qui est sous fond gris clair aura une certaine structure et paf, coupé au laser à la verticale, on appliquera l'autre structure. Alors, les blocs de signalisation verticale sont-ils fournis? Alors, il me semble qu'au moins en partie. Alors, j'ai pas du tout préparé cette partie-là, mais ce serait plutôt d'ailleurs dans les textures. Dans les textures, vous avez dans les matériaux, vous avez une bonne partie de la signalisation qui est définie, il me semble. On va regarder ensemble. Roadway Signs, par exemple. Voilà, donc là, vous avez des textures avec l'ensemble de la signalisation nord-américaine. Ça, c'est parce que on utilise, là, je suis dans l'environnement impérial et je sais que pour le dataset français, il y a la signalisation de la même façon, la signalisation horizontale et verticale française. Et dans la plupart des datasets, vous avez comme ça accès à une définition par par défaut des différents panneaux. Et au fur et à mesure, donc je pense que ces panneaux sont fournis dans le Component Center, mais je ne connais pas encore le degré d'avancement de la migration de tous ces panneaux dans le Component Center. Alors, il reste encore un peu de temps. Partir d'un levé après exécution, peut-on générer des listings d'écart entre le projet et l'exécution? Oui, je vois ça en utilisant l'outil de calcul de terrain, de delta entre deux terrains. À ce moment-là, ça va permettre de garder la trace de l'écart entre les deux. Ouais, créer un delta de modèle de terrain. Ensuite, comment génère-t-on des glissières? Alors, les glissières, il y a plusieurs manières de le faire, mais grosso modo, donc tout est basé sur des styles de lignes 3D. Et ces styles de lignes 3D, plutôt barrière, bridge.
Voilà, si j'utilise ce style d'objet, ah ouais, non, il faut que je le fasse dans le modèle 3D, pardon. Donc là, j'aurais dû placer un... Je sais pas ce qui s'est passé. Hmm. Alors, j'essaye une deuxième fois. À côté du poteau. Voilà, suffisait de le faire calmement. Et vous avez donc là des styles de glissières, de différents équipements, soit métalliques, soit en béton, qui peuvent être placés soit directement comme ça pour des singularités, les ouvrages d'art, etc., ou alors qui peuvent être placés directement dans le profil type de façon à matérialiser ces objets directement depuis l'éditeur de profil type. Donc là, si on est dans Urban Divided. Voilà, là, je ne sais pas si c'est le cas, mais typiquement, on peut placer ce genre de composants dans les profils en travers type, et à ce moment-là, ils seront gérés automatiquement lors de l'application de ceci. Alors, peut-on implanter des éléments répétitifs sur le projet, lampe axiale sur une piste d'aéroport? Oui, tout à fait. Dans ces dernières versions d'Open Roads Designer, il y a eu des progrès de fait en ce qui concerne la gestion des points. Et, quand on va dans l'outil géométrie, maintenant, on a la possibilité de placer des points équidistants. Donc, c'est le genre d'outil où on va pouvoir placer des candélabres, ce genre de choses de façon répétitive le long d'un axe. Donc, typiquement par intervalle, par segment, on choisit l'intervalle, le déport éventuel par rapport à l'objet. Est-ce qu'on veut aussi ajouter des points aux extrémités? La source d'altitude, est-ce que c'est un modèle de terrain? Est-ce que c'est une surface quelconque? Ce genre de choses, un élément particulier en plan. Donc là, on va prendre intersection, le modèle de terrain de l'intersection. Intersection, disais-je. Le décalage, ça va être 0. Le placement relatif à l'alignement, puisque bien sûr, on veut que les candélabres soient à un certain axe par rapport à l'objet. Et les objets que l'on va placer, donc là, par défaut, là, il y a des poteaux. Ben voilà, des poteaux, très bien. Donc l'élément en plan, ça va être l'axe. On valide les choix.
Le même choix pour l'élément. La rotation. Et les points vont être créés. Voilà, le résultat. Donc c'est assez intéressant, surtout que ces points donc sont dynamiques, c'est-à-dire que, ils sont liés dynamiquement au modèle de terrain et aux objets, par rapport auxquels on les a placés. Donc, ils seront replacés en cas de modification du projet. Donc de grosses améliorations et très pratique aussi, cet outil modifier point pour, agir sur des points existants qui ne seraient pas alignés. En sélectionnant ces points-là, vous pouvez aligner automatiquement des points, y compris des regards d'assainissement d'ailleurs, pour qu'ils soient relatifs à un axe. Alors, les fichiers IFC sont-ils tout à fait compatibles avec toutes les applications licence format ou est-il un prérequis au niveau du format IFC4? Les IFC, donc c'est vrai qu'il y a des soucis à quelques visualisateurs IFC qui ne lisent pas les IFC générés par OpenRoads. D'autres y arrivent. On travaille tous les jours à améliorer le disons la compliance des IFC générés. Et de toute façon, tout ça sera bouleversé dès qu'on aura les classes officielles IFC. À ce moment-là, on aura vraiment toute latitude pour décrire les objets tels qu'ils doivent l'être. Et pour l'instant, il y aura éventuellement toujours des problèmes d'incompatibilité en fonction des différents applicatifs. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour des questions. Je vous remercie pour vos messages et je vous souhaite aussi bonne journée, bonne matinée. Alors, oui, est-ce que... Je crois qu'on va manquer de temps. On a déjà passé de 8 minutes. Donc oui, les îlots pourraient être utilisés comme cellules civiles, ou on pourrait très bien utiliser plutôt les méthodes de création d'îlots qu'on a faites dans des fichiers et ouais, les définir comme cellules civiles. Tout à fait, ce serait un excellent exemple d'application. Très bien, bah écoutez, le temps va nous manquer. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite je vous souhaite une très très bonne journée et j'espère rendez-vous après-demain pour notre webinaire dans la série Accelerate, toujours sur OpenRoads Designer. Encore 2 petites minutes, donc les traditionnelles questions concernant les mises en contact. Et même si ça paraît pas maladroit, voilà, c'est simplement, voilà, si vous cherchez un peu d'informations, savoir combien ça coûte, n'hésitez pas, les équipes Bentley sont là pour y répondre et on ne mord pas, donc il y aura pas de... On va pas lâcher les chiens si vous répondez oui. De la même façon, si vous souhaitez avoir, encore une fois, une gamme de tarifs, des idées sur la location, les différentes formules, n'hésitez pas, nos équipes commerciales sont là pour vous aider. Voilà, bah écoutez, je vous remercie encore une fois de votre présence et je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt, au revoir.